4000 soldats russes ont posé le pied sur le sol malien. Le désert vibre sous le poids des bottes, chaque pas soulevant la poussière d'une terre marquée par l'histoire. Le monde retient son souffle, conscient que ce déploiement n'est pas anodin. Imaginez la scène. Une colonne interminable de véhicules blindés s'étend à perte de vue, escortés par des hélicoptères rasant les dunes. Dans les villages voisins, les habitants observent à distance, mi-fascinés, mi-inquiets, se demandant ce que leur réserve le lendemain. Ici, il ne s'agit pas de simples formateurs venus dispenser quelques conseils. Une véritable armée s'installe, filmée par des journalistes venus du monde entier. Dans leur rang, l'ombre du groupe Wagner plane, rappelant les épisodes récents en Centrafrique ou en Syrie. À chaque fois, leur arrivée a bouleversé les rapports de force. Wagner, c'est plus qu'un nom. C'est le symbole d'une ambition russe renouvelée et de vieilles rivalités qui ressurgissent sous de nouveaux atours. Face à cette manœuvre, les États-Unis et la France s'activent en coulisses, reconsidérant leur stratégie. Du jour au lendemain, le Sahel n'est plus une simple arrière-cour lointaine, mais devient le théâtre brûlant d'un affrontement mondial où chaque puissance avance ses pièces avec prudence. Les réunions se multiplient à l'ONU, des diplomates parcourent Bamako, Paris et Washington. La tension est palpable, comme à la veille d'un grand bouleversement. Mais que se joue-t-il vraiment ? Derrière le paravent de la lutte antiterroriste, un enjeu bien plus vaste émerge, le contrôle des ressources stratégiques. Or, uranium, lithium, tout ce qui alimentera l'énergie et la technologie du XXIe siècle. Sous le sable du Mali et de ses voisins se cache la clé du futur énergétique mondial, une réalité que les puissances ne peuvent même plus ignorer. Pour illustrer ce bouleversement, rappelons le cas du Niger. Il détient l'une des plus grandes réserves d'uranium du monde, essentielle pour les centrales nucléaires françaises. Ou encore le lithium du Mali, convoité par les industriels chinois pour la fabrication de batteries. L'arrivée de Wagner va donc bien au-delà d'une opération militaire classique. C'est la souveraineté du continent africain qui se joue ici, à travers une bataille silencieuse où chaque acteur tente de façonner l'avenir à son avantage. Qui décidera du sort du Sahel ? Les puissances étrangères, comme jadis lors de la conférence de Berlin en 1884, ou les peuples africains eux-mêmes ? Fermer les yeux sur ce qui se trame au Sahel, c'est risquer de perdre la maîtrise des nouveaux équilibres mondiaux, de répéter les erreurs du passé et surtout de laisser d'autres décider du futur énergétique et politique de la planète. Souvenons-nous de la conférence de Yalta où l'avenir de l'Europe fut décidé sans que les peuples concernés aient la parole. Allons-nous répéter ce schéma au Sahel ? Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut revenir sur les mécanismes secrets, les jeux d'alliance et les rivalités souterraines qui ont mené à cette escalade. Plongeons dans le passé pour saisir les racines de la crise actuelle. Pendant des décennies, le Sahel n'a été qu'une arrière-cour silencieuse où les grandes puissances dictaient leurs règles sans grande opposition. Cette terre, longtemps marginalisée, fut perçue comme une simple réserve à exploiter, jamais comme une priorité stratégique. Extraction effrénée, instabilité chronique, manipulation politique, la région a servi de décor aux ambitions étrangères, tout comme le Congo le fut pour la Belgique ou l'Indochine pour la France. Mais soudain, tout bascule. La France, après plus de 60 années de présence, plie bagage sous la pression populaire et politique, laissant derrière elle un sentiment d'humiliation et de trahison. Peu après, ce sont les États-Unis qui réduisent leur engagement, rappelant le retrait américain d'Afghanistan. En quelques mois, les piliers occidentaux s'effondrent, brisant les alliances traditionnelles et ouvrant une brèche inattendue pour d'autres acteurs. Dans ce vide, l'insécurité grandit. Les groupes armés, autrefois contenus, s'infiltrent dans chaque faille, s'implantent là où l'État recule. Le rêve d'une stabilisation porté par l'Occident se dissipe brutalement, ouvrant la voie à une zone de non-droit et d'incertitude, à l'image de la Somalie dans les années 90. C'est alors qu'une autre force avance ses pions, la Russie par l'entremise du groupe Wagner. Officiellement, il s'agit d'un simple appui sécuritaire. En réalité, de nouveaux contrats, signés à Bamako ou ailleurs, bouleversent la carte des influences et font trembler les équilibres. Par exemple, en République centrafricaine, la présence de Wagner a permis à Moscou de sécuriser l'accès à des mines d'or et de diamants. Derrière les uniformes et le discours de soutien, la stratégie est limpide. Sécuriser l'accès aux ressources stratégiques, de l'or aux minéraux rares, et ouvrir de nouvelles routes pour la Russie. Sous couvert de lutte antiterroriste, c'est l'avenir énergétique mondial qui se joue ici, loin des regards européens et américains.
Ce schéma rappelle la stratégie des compagnies britanniques en Inde, qui avançaient entre les sous prétexte de commerce, mais visaient le contrôle total des ressources. Ignorer ce bouleversement serait une erreur majeure, car désormais, le Sahel est au cœur d'une compétition féroce pour l'énergie, la technologie et même le contrôle du récit global du pouvoir. Les médias internationaux suivent chaque mouvement, conscients que le moindre incident pourrait provoquer une onde de choc mondiale. Mais derrière la recomposition, une question cruciale demeure. Le Sahel saura-t-il enfin s'imposer comme acteur ou restera-t-il une simple pièce sur l'échiquier des empires ? Cette question posée dans les cercles universitaires et les forums africains résonne comme un défi. Pour comprendre ce tournant, il faut plonger dans la manière dont Wagner s'est implanté au Mali. Qui l'a appelé et à quel prix ? L'histoire se répète souvent sous des formes nouvelles, et le cas malien mérite un examen minutieux. Ce n'est pas une guerre pour la démocratie, ni une croisade idéologique. C'est une bataille pour le contrôle, la survie, et le pouvoir de raconter l'histoire. Dans le Sahel, chaque drapeau hissé, chaque uniforme aperçu, grave une nouvelle page dans la quête de souveraineté africaine. Cette lutte rappelle celle du Vietnam, où chaque victoire ou défaite sur le terrain était aussi une bataille d'images et de récits. Officiellement, les hommes de Wagner débarquent au Mali comme de simples instructeurs, mais sur le terrain, leur mission est bien différente. Ils sont le bras armé des ambitions russes. Dispersés dans les bases, escortant les convois, ils affichent la volonté de Moscou d'étendre son influence bien au-delà des promesses et des discours. À chaque déplacement de convoi, la population locale observe, parfois avec espoir, souvent avec scepticisme. Dans certaines villes, la présence russe est vécue comme une libération. Dans d'autres, elle suscite la méfiance. Face à cette poussée, les puissances occidentales crient à la recolonisation. Les capitales européennes s'inquiètent, dénonçant l'ingérence russe et la montée de nouveaux autoritarismes. Mais Moscou brandit un argument de poids. Elle n'impose rien, elle répond à une invitation officielle. Pour la première fois depuis des décennies, l'intervention n'est pas masquée, mais assumée comme un partenariat demandé, du moins en apparence. Ce fut déjà le cas en Syrie, où la Russie affirmait répondre à l'appel du pouvoir en place. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, une nouvelle ferveur émerge. L'anti-occidentalisme progresse, nourri par la fatigue de décennies de missions étrangères jugées inefficaces ou humiliantes. Des jeunes chefs d'État, comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou Assimi Goïta au Mali, incarnent ce souffle de résistance, revendiquant le droit de choisir leurs alliés et de rejeter les ordres venus de Paris ou de Washington. Cette dynamique rappelle les débuts du mouvement des non-alignés mené jadis par Nasser, Nehru et Tito. La guerre silencieuse ne se limite plus au terrain militaire. Elle s'étend aux réseaux sociaux, aux médias, jusque dans la musique populaire. Les symboles de la résistance circulent, drapeaux russes, slogans anti-impérialistes, vidéos virales où chaque patrouille Wagner devient un acte de défiance. L'opinion publique se façonne désormais au rythme de la propagande, dans une bataille d'images et de récits où chaque camp tente de rallier la rue à sa cause. Un exemple frappant, sur TikTok, des millions de vues pour des chansons célébrant la libération du Mali. La compétition s'intensifie. La France tente de préserver son influence avec des partenariats militaires et culturels, multipliant les échanges universitaires et les coopérations artistiques. Les États-Unis misent sur la coopération sécuritaire et la pression diplomatique en soutenant l'Union africaine et en finançant des projets de développement local. La Chine, plus discrète, avance ses pions par des contrats miniers et des chantiers d'infrastructures, à l'image du projet d'aéroport de Niamey. Tous convoitent les richesses du Sahel. Or, uranium, lithium, ces matières premières vitales pour la révolution technologique mondiale. Chacun déploie sa stratégie, mais la logique reste la même, sécuriser, contrôler, exploiter. Pour les populations, le calcul est pragmatique. La protection ne se mesure pas aux promesses, mais à la présence concrète sur le terrain. Qui répare les écoles détruites, qui repousse les groupes armés, qui ravitaille les villages isolés, pour beaucoup, peu importe la bannière du moment que la sécurité revient et que la vie quotidienne s'améliore, même un peu. La mémoire des trahisons passées rend la confiance rare, mais la fatigue de l'insécurité pousse à accepter des alliés autrefois impensables. Cette logique s'observait déjà lors des interventions de l'ONU au Libéria ou en Sierra Leone. Derrière ce bras de fer, l'enjeu est immense. Si le Sahel échoue à imposer son propre récit et à contrôler la narration de son avenir, il risque de devenir un simple théâtre de guerre par procuration. La souveraineté serait sacrifiée, les décisions prises ailleurs et la vie des populations reléguée au second plan.
Les luttes locales seraient écrasées par la froideur des intérêts extérieurs et le réveil africain pourrait n'être qu'une illusion vite étouffée sous le poids des ambitions étrangères. Mais la partie est loin d'être terminée. Le destin du Sahel n'est pas encore figé dans le sable. La région saura-t-elle transformer cette crise en tremplin vers une véritable autonomie? Ou sombrera-t-elle dans un chaos orchestré de l'extérieur? Au cœur de cette tempête, une question obsède les décideurs. Où se joue vraiment la souveraineté? Sur le terrain ou dans la capacité à imposer son récit au monde? Cette interrogation rappelle celle de la guerre froide, où chaque bloc tentait d'imposer sa vision du monde. Aujourd'hui, le Sahel tient le monde en haleine. Le choix que feront ces peuples et ses dirigeants bouleversera l'équilibre global. Une tempête approche, mais l'issue reste incertaine. Comme lors de la crise de Suez, le moindre faux pas pourrait provoquer un embrasement régional aux conséquences imprévisibles. Dans l'ombre, la valse des armées s'accélère. Les forces françaises, américaines et russes multiplient les manœuvres, chacune cherchant à imposer sa marque. La présence de Wagner continue de hanter les esprits, mais de nouveaux prétendants apparaissent. Chaque convoi blindé, chaque avion cargo, chaque déploiement n'est pas qu'un acte militaire, c'est un message adressé à la planète entière. Les satellites espionnent, les analystes décryptent, les chancelleries s'inquiètent. La tension, déjà à fleur de peau, menace de basculer en conflit ouvert par procuration. Le Sahel, épuisé par des décennies d'interventions et de promesses carrément trahies, risque de devenir l'arène d'une guerre qui dépassera largement ses frontières. Quand les grandes puissances s'affrontent sur une terre déjà blessée, la frontière entre ordre et chaos devient plus mince que jamais. Le spectre de la Syrie ou de l'Afghanistan plane sur la région. Mais l'impulsion ne vient pas seulement de l'extérieur. Inspirés par le Mali et le Burkina Faso, de plus en plus de voix locales réclament leur part et affirment leur droit à choisir leur avenir. Les juntes se durcissent, la société civile s'organise. La vague souverainiste progresse, redessinant la carte des pouvoirs à l'intérieur et au-delà des frontières. Chaque déclaration d'indépendance vient défier un ordre hérité d'un autre siècle. Ce fut le cas avec la création de l'Alliance des États du Sahel, qui marque une volonté d'union régionale. Cet élan n'est pas sans péril. À mesure que les alliances se font et se défont, le risque de fragmentation et de division interne grandit. Les tensions ethniques, parfois instrumentalisées par des acteurs extérieurs, s'enflamment. Les populations civiles, premières victimes, fuirent par dizaines de milliers, cherchant un refuge où la paix tient encore debout. Pour exemple, la crise humanitaire au Soudan du Sud, où l'instabilité régionale a précipité des déplacements massifs de population. Pourtant, dans ce tumulte, une opportunité inédite se dessine, celle d'un réveil africain. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, tente de reprendre la main sur sa sécurité et son développement. En unissant leurs forces, en coordonnant leur diplomatie, ces États posent les bases d'une solidarité régionale nouvelle, capable de proposer une alternative aux anciennes tutelles. Un parallèle historique peut être fait avec l'Union européenne, née du désir de paix et de coopération après des siècles de conflits. Mais l'obstacle majeur demeure. La souveraineté politique ne suffira pas si le contrôle des ressources échappe toujours au peuple du Sahel. L'or, l'uranium, le lithium, tout ce qui fonde la valeur stratégique de la région, profite encore trop souvent à d'autres. L'émancipation ne sera réelle que lorsque les habitants deviendront maîtres de leurs richesses et non gardiens pour le compte d'intérêts étrangers. Le Nigeria, malgré ses immenses réserves pétrolières, reste un exemple poignant de cette réalité. Richesse qui ne profite pas aux populations locales. Il faut le comprendre. Le destin du Sahel ne se joue pas seulement ici, ni seulement pour aujourd'hui. Il peut devenir le modèle d'une émancipation continentale ou bien sombrer dans une tragédie d'une ampleur sans précédent. L'issue dépendra de la clairvoyance des dirigeants, de la mobilisation des sociétés civiles et de la capacité du reste du monde à repenser sa relation avec l'Afrique. Rappelons comment l'Asie du Sud-Est a su tirer parti de ces crises pour rebondir, avec le miracle économique de la Corée du Sud. Mais la partie ne fait que commencer. Les prochains jours pourraient en faire basculer l'histoire non seulement du Sahel, mais du continent tout entier. Chaque décision prise aujourd'hui sera lourde de conséquences demain. La souveraineté ne s'achète pas, elle se forge jour après jour au prix de choix difficiles et d'engagements courageux. C'est un processus, pas un état figé. Mandela l'a montré en Afrique du Sud. Chaque conquête de liberté exige persévérance et unité nationale. Ce que traverse le Sahel aujourd'hui n'est pas un simple chapitre clos, mais une page encore blanche où tout reste à écrire. La vraie indépendance ne se proclame pas,
Elle s'éprouve dans le contrôle réel des ressources, la transparence absolue, une gouvernance honnête et le partage équitable des richesses. Ce n'est qu'à ce prix que la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une force tangible. La Norvège, par exemple, a su gérer ses ressources pétrolières au profit de tous, grâce à un fonds souverain transparent. Dans cette lutte, la société civile occupe la première ligne. Résister, c'est d'abord apprendre, organiser les communautés, préserver la mémoire des sacrifices pour éviter de répéter les mêmes erreurs. L'histoire l'enseigne, chaque fois que la vigilance populaire faiblit, le risque grandit de troquer une domination étrangère contre une autre et l'illusion du changement masque le retour des chaînes. Les printemps arabes en témoignent, sans organisation citoyenne forte, les révoltes finissent souvent confisquées. Le cœur du défi, c'est d'inventer de nouveaux modèles de coopération équitable. Cela exige des contrats négociés avec rigueur, refusant de sacrifier l'avenir pour quelques promesses immédiates. Il faut bâtir des alliances où les partenaires extérieurs ne dictent plus les règles, où la gestion locale et la souveraineté économique orientent chaque décision clé. Le Botswana, par exemple, a réussi à faire bénéficier sa population des profits du diamant grâce à des négociations fermes avec les multinationales. La jeunesse africaine, elle, se dresse au premier rang. C'est elle qui réclame une dignité retrouvée, un avenir non bradé dans les salons feutrés de Bamako, Paris ou Moscou. C'est à travers son énergie, ses idées et sa détermination que l'élan actuel pourra se transformer en victoire durable. Les mouvements citoyens comme Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso montrent le potentiel de cette jeunesse engagée. Pourtant, le combat ne se limite pas aux frontières du Sahel. Le monde extérieur aussi doit choisir, soutenir l'émancipation ou perpétuer l'exploitation, écouter la voix des peuples ou imposer ses propres intérêts. À chaque capitale, à chaque institution, la question ne peut plus être éludée. Les politiques d'aide au développement doivent être repensées, en privilégiant les partenariats gagnant-gagnant. Le risque est colossal. Si ces leçons sont ignorées, le Sahel retombera dans une instabilité chronique, ses ressources pillées, ses peuples divisés. Mais si la région parvient à imposer ses principes, elle deviendra la première à redéfinir la souveraineté à l'ère mondiale ouvrant la voie à d'autres continents. Le cas du Chili, qui renégocie l'exploitation de son lithium, illustre cette tendance naissante. Le temps des discours est révolu. L'avenir du Sahel et peut-être du monde se joue maintenant. Chaque citoyen, chaque leader, chaque communauté a un rôle à jouer dans ce mouvement. Mais qui, précisément, façonne ce nouvel équilibre ? Derrière les alliances et les promesses, d'autres forces avancent leurs pions dans l'ombre. Les multinationales, les sociétés de sécurité privée, les réseaux informels, tous participent à l'écriture de cette nouvelle page, souvent en dehors de tout contrôle démocratique. L'histoire du Sahel s'écrit en ce moment, à la vue de tous. Mais qui aura le courage de la lire vraiment, de la relayer et surtout de soutenir ses véritables bâtisseurs ? Cette question s'adresse autant aux citoyens africains qu'à l'opinion mondiale. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le cadre d'une crise parmi tant d'autres. C'est un carrefour historique. Ignorer ces secousses, c'est laisser d'autres décider du visage du monde futur. S'informer, débattre, transmettre ces récits, c'est déjà peser sur ce qui adviendra. Les médias indépendants, les ONG, les associations citoyennes sont les garants de cette vigilance. L'arrivée du groupe Wagner au Mali n'est qu'une ombre portée à la surface d'un affrontement silencieux. Dans les coulisses, deux visions de l'Afrique s'opposent sans merci. L'une façonnée par la dépendance aux anciennes puissances, l'autre nouvelle qui revendique une souveraineté pleine et entière. Les peuples du Sahel refusent désormais d'être de simples spectateurs ou victimes. Ils exigent le droit d'écrire leur propre destin. Cette aspiration est partagée de Dakar à Addis Abeba, de Bamako à Johannesburg. Il ne suffit plus de regarder passer les colonnes ou d'écouter les grandes déclarations. Ce qui se joue ici, ce sont les clés de l'énergie, de la technologie et de la stabilité d'un continent tout entier. Du lithium au cobalt, de l'uranium à l'image internationale. Ce qui se négocie aujourd'hui dessinera pour des décennies l'économie et la sécurité de tous, bien au-delà des frontières africaines. Les transitions énergétiques en Europe et en Asie dépendent de ces ressources. Ce récit ne doit pas rester confiné aux experts ou aux chancelleries. Il doit circuler, être discuté dans les familles, dans les écoles, sur les réseaux. Car chaque fois que cette histoire est partagée, elle sape un peu plus les récits dominants qui entretiennent la résignation ou la fatalité. L'éducation populaire, l'accès à l'information libre, sont les armes les plus puissantes du changement. Refuser la résignation, c'est devenir acteur d'une Afrique qui se relève,
d'un Sahel qui s'invente futur protagoniste et non simple terrain de jeu des puissances extérieures. Le changement commence par le regard et l'attention que l'on porte à ces enjeux. Chacun à son échelle peut agir en s'informant, en débattant, en soutenant les initiatives locales. Alors posons-nous la question: quelle Afrique voulons-nous voir émerger demain? Et surtout, quel rôle sommes-nous prêts à jouer, même à notre échelle, dans cette écriture collective? Car la plus grande révolution naît parfois d'un simple choix d'attention, d'un geste de transmission. L'histoire est en marche et le Sahel en est aujourd'hui l'un des principaux acteurs. Restez attentifs, car à chaque instant, une nouvelle page s'écrit sous nos yeux. Le désert n'oublie jamais les pas qui l'ont traversé. Cette fois,